Anne Hidalgo, nous allons nous projeter le jour de votre investiture. Quel serait votre premier geste symbolique? Mon premier geste symbolique serait d'aller en Ukraine, de rencontrer le président ukrainien à Kiev pour lui dire et la solidarité et le soutien de la France et de l'Europe. Je pense que c'est très important. On voit ces images bouleversantes, terribles. Nous devons être là. Ils veulent être européens et nous sommes à leur côté. Merci beaucoup pour cette première réponse. Je vous invite à rejoindre donc le bureau présidentiel. Anne Hidalgo, vous êtes désormais assise dans ce fauteuil présidentiel, dans ce bureau du chef de l'État. Face aux différentes urgences et aux crises que traverse notre pays, quelle serait précisément votre première mesure d'urgence ? Ma première mesure d'urgence concernera les salaires et le travail, parce que aujourd'hui, nos concitoyens n'arrivent plus à s'en sortir, le travail ne paye plus suffisamment. Donc d'abord, une augmentation du SMIC de 200 € net par mois, des négociations dans toutes les branches professionnelles que j'engagerai pour qu'il y ait une élévation des salaires, et puis aussi dans le secteur public, des négociations, mais d'abord un rattrapage, le point d'indice pour les fonctionnaires plus 3%, et un rattrapage aussi pour les retraités de 3%. Il faut vraiment que le travail puisse payer et permettre de vivre dignement. C'est un enjeu majeur d'égalité. Alors, nous avons regardé attentivement votre programme et ce qui vous distingue des autres candidats, c'est cette proposition d'un capital de 5 000 € versé à tout jeune le jour de ses 18 ans pour réaliser ses projets personnels ou professionnels. C'est un chèque en blanc, j'allais dire, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de contrepartie. C'est 5 000 € pour tous les jeunes de 18 ans? D'abord, c'est une grande loi pour l'avenir de notre jeunesse dans laquelle il y a cette mesure, mais dans laquelle il y a l'école que je veux vraiment conforter, permettre aux enseignants aussi d'être mieux reconnus dans leur métier, dans leur salaire. Il faut qu'ils soient rémunérés comme des cadres parce que ce sont des cadres, mais c'est aussi permettre aux jeunes de pouvoir aller à l'université, plus de place et leur permettre de suivre des cursus en alternance et aussi, bien sûr, de leur donner cette possibilité d'entrer dans la vie avec ces 5 000 € qui leur permettront de porter un projet. Mais ce qui me distingue... Non, bien sûr, on va les accompagner. Mais vous savez, beaucoup de jeunes auront envie d'aller apprendre une langue à l'étranger, de pouvoir aussi aller à l'université, acheter le matériel informatique nécessaire. Mais s'il y a une mesure qui me distingue vraiment des autres, qu'ils n'ont pas dans leur programme, c'est que moi, je permets aussi la possibilité d'une retraite avant 60 ans pour les femmes et les hommes qui ont travaillé sur des métiers pénibles. Je rétablis ces critères de pénibilité parce que ça me paraît une question de justice absolue. Vous savez, je suis fille d'ouvrier et pour moi, ce droit au repos après un travail, une vie de travail est quelque chose de sacré. L'une des inconnues de ce premier tour et peut-être même du second tour, c'est le niveau que certains jugent alarmant de l'abstention. Dans votre programme, vous voulez étendre, rendre plus attractif le droit de vote. Il y a une mesure, vous voulez promouvoir les bons de la démocratie. De quoi s'agit-il et à qui serait-il destiné? D'abord, vous savez, pour qu'il y ait plus de votants, il faut absolument qu'entre deux élections, notre démocratie vive, respire, qu'elle soit continue et qu'on fasse aussi de la pédagogie, qu'on accompagne, que nos concitoyens soient consultés régulièrement. C'est bon de la démocratie, c'est une façon de dire. Vous pouvez aussi choisir, par exemple, de soutenir des candidats. Souvent, les candidats peuvent faire appel à des donateurs. Et bien là, chacun pourrait aussi choisir vers qui ils vont. Mais les mesures les plus importantes pour moi, pour redonner goût à la démocratie, à nos concitoyens, c'est d'abord de permettre l'intervention directe des citoyens dans la vie démocratique. J'instaure le référendum d'initiative citoyenne. Je fais aussi un changement au Parlement où la moitié des députés seront élus à la proportionnelle. Je mets en place aussi une très très grande assemblée citoyenne qui va pouvoir accompagner les citoyens dans, par exemple, des conventions citoyennes, dans des amendements citoyens. Ils pourront participer aussi à l'élaboration des lois. Il faut que notre République respire. Nous sommes enfermés dans une monarchie républicaine qui est vraiment à bout de souffle et ça passe par cette confiance donnée aussi à nos concitoyens et le droit de vote à 16 ans. Rapidement, vous vivriez à l'Élysée ?
Je crois que je serais un peu obligée, malheureusement, parce que pour des raisons sans doute d'efficacité dans le travail et de sécurité, même si c'est un endroit qui isole vraisemblablement, en tous les cas, on le voit sur ces 5 dernières années, et il ne faut pas perdre, quand on est en responsabilité, quand on est au pouvoir, justement cette compréhension de la vie de nos concitoyens. C'est ce qui doit nourrir un responsable politique, même un président. Concernant la cause de l'égalité entre les femmes et les hommes, dans votre programme, vous proposez de pénaliser les entreprises qui ne respecteraient pas l'égalité salariale entre hommes et femmes. Comment vous vous y prenez ? Oui, parce que ça suffit, on est en 2022 et qu'il y a encore 20% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes, ça n'est plus admissible. Donc, très simplement, les entreprises seront soumises à cette obligation. Ça sera à elles de faire la preuve qu'elles respectent l'égalité femmes-hommes, et si elles ne le respectent pas, elles seront pénalisées. Et d'ailleurs, les sommes liées à cette pénalisation viendront aider justement tout ce travail pour aller vers l'égalité salariale femmes-hommes. Pour moi, c'est une condition essentielle de l'autonomie des femmes. Et puis, c'est une question de justice. Enfin, franchement, 2022, on en est là. Alors vous, présidente de la République, vous deviendriez aussi chef des armées. Même question qu'à Valérie Pécresse. Face aux massacres, aux crimes de guerre et peut-être même crimes contre l'humanité que nous voyons sur le terrain, est-ce qu'il faut continuer à parler à Vladimir Poutine? Est-ce qu'il faut enfin cesser de lui acheter du gaz et du pétrole et financer sa guerre? Oui, il faut arrêter d'acheter du gaz et du pétrole. Je le dis déjà depuis plusieurs semaines. C'est une condition sine qua non pour que cette guerre s'arrête. Il faut le faire. D'ailleurs, le Conseil d'analyse économique a montré que ça aurait relativement peu d'impact sur l'économie française et européenne. Donc il faut le faire maintenant, sinon cette guerre va s'éterniser. Et cette guerre, c'est d'abord une souffrance inouïe pour des femmes et des hommes qui vivent sous les bombes. Ensuite, parler, oui, parce que la diplomatie est là et il faut bien sûr toujours essayer d'avoir ce dialogue. Mais je sais que vis-à-vis de Vladimir Poutine, ce qui peut payer, c'est justement le rapport de force. Et ce rapport de force, au niveau européen, au niveau français, doit être vraiment instauré, et ça passe par la fin de l'achat du gaz et du pétrole russe. 3 questions de société rapides, comme il est d'usage. Êtes-vous, oui ou non, favorable à la gestation pour autrui, la GPA ? Je suis défavorable à la GPA parce que c'est une marchandisation du corps des femmes et je pense que, tout comme l'air, l'eau et bien d'autres choses essentielles, le corps des femmes n'est pas une marchandise. Est-ce que vous seriez favorable à l'interdiction du port du voile au sein de l'université ? Je ne changerai pas la loi. Je pense que la loi de 2004 est une loi qui a complété la loi sur la laïcité. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à un point d'équilibre. Donc, une jeune femme voilée majeure peut aller à l'université ? Parce qu'elle est majeure. Seriez-vous favorable à l'interdiction de la chasse le week-end ? Je pense que c'est aux maires d'en décider. Voilà, moi je suis très décentralisatrice. C'est aux maires de pouvoir poser les conditions pour que, à la fois, les promeneurs puissent bien sûr vaquer à leurs occupations en toute sécurité, et puis que les chasseurs, parce que c'est une tradition, parce qu'il y a besoin aussi de réguler les espèces, puissent le faire. Je pense que vraiment, c'est pas au président de décider de cela. Il faut faire confiance aux acteurs locaux, aux maires. Ils sont capables de créer le consensus sur leur territoire et je leur ferai vraiment confiance. On a un petit peu de temps, on a 40 secondes pour que vous nous donniez votre mesure pour avancer sur le climat. Sur le climat, bien sûr, engager beaucoup d'investissements pour aller vers les énergies renouvelables, mais une mesure qui rapidement pourrait nous aider beaucoup, c'est une avance sur tous les frais d'isolation des logements, parce que beaucoup de Françaises et de Français voudraient le faire, mais n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, et le remboursement de l'État se ferait une fois la vente du bien. Anne Hidalgo, une photo, je vous invite à la découvrir, c'est votre photo officielle de président de la République. Qu'est-ce que vous ajoutez ? Qu'est-ce que vous ôtez ? Qu'est-ce que vous modifiez ? Alors, je change tout parce que, en fait, je ne veux pas être dans un bureau. Je pense qu'il faut arrêter d'enfermer le président de la République, la présidente de la République dans un bureau. Donc, je ferai une photo dehors, avec des Françaises et des Français. Montrer la beauté de ce qu'est la France, de sa diversité. Et donc, je ferai ça entouré de ces femmes et de ces hommes qui doivent guider l'action politique. Merci Anne Hidalgo. Merci à vous.